Sociologue, auteur, chroniqueur, Mathieu Bock-Côté se qualifie comme un nationaliste conservateur. On le connaît pour ses chroniques, pour ses lettres ouvertes. On le connaît aussi pour ses nombreuses apparitions télé et radio. Pour son regard acéré aussi sur notre société, pour sa plume qui mord, et j'en ai été victime, je peux le dire. Chaque fois que j'en ai été victime, on a eu des discussions, moi et Mathieu, mais on continue quand même, je crois, en tout cas pour ma part, à apprécier énormément Mathieu. C'est un théoricien, on le connaît aussi parce que c'est un théoricien exceptionnel, et ça, il faut le dire. Et ça transparaît dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses interventions, dans ses chroniques, et ça, c'est quand même magnifique qu'on puisse avoir dans notre société un théoricien de sa trempe qui soit chroniqueur dans de grands médias et qui apparaissent si souvent à la télévision, à la radio. Il faut quand même se féliciter d'avoir, dans notre débat, dans notre société, la possibilité d'avoir quelqu'un comme Mathieu qui puisse intervenir souvent. Mathieu a quitté le Parti québécois bien avant moi. Bien avant plusieurs, d'ailleurs. Il vous dira sans doute pourquoi ce soir. Enfin, j'imagine qu'il vous le dira, parce qu'au vu du titre de sa conférence, j'imagine qu'il va sans doute aller dans cette direction-là. Mathieu dénonce depuis un certain temps la dénationalisation et l'oubli de la dimension identitaire dans la lutte pour l'indépendance. Et comme je l'ai dit, moi et Mathieu, on a toujours eu des discussions féroces, mais ça ne m'empêchera pas d'apprécier, et ça ne m'empêche jamais d'apprécier ses exceptionnelles qualités humaines et intellectuelles. Donc c'est pourquoi je l'ai invité ce soir pour qu'il nous prononce cette conférence au titre « La question nationale et identitaire, pourquoi le Québec va mal ». Mathieu, à toi. Alors, merci Jocelyn pour cette présentation exagérément généreuse. Moi qui ne suis pourtant pas porté vers la modestie. Alors, je n'arrive pas ici ce soir avec une thèse dont je voudrais vous convaincre. Une thèse forte, et je vous prendrai comme public, et à partir de là, à partir d'une idée fixe, je cherche à vous y convertir. Je n'arrive pas non plus, dois-je vous le confesser, avec un propos exagérément optimiste. Je fais partie de ceux qui croient que la question nationale au Québec se porte mal, que le Québec se porte mal, que la lutte pour l'indépendance se porte mal. Et une des raisons pour lesquelles elle se porte mal en ce moment, c'est que nous ne comprenons pas pourquoi elle se porte mal. Et il suffit souvent chez les souverainistes, c'est l'héritage. Dieu sait que j'ai de l'admiration pour René Lévesque, mais il y a un petit héritage empoisonné de René Lévesque. À la prochaine fois. C'est le sentiment qu'un jour, ça va finir par fonctionner. C'est le sentiment porté lui aussi par Gaston Miron, qui nous disait « ça ne pourra pas toujours ne pas arriver ». Eh bien, il se pourrait que ça n'arrive pas. Il se pourrait que ça tourne mal. Il se pourrait que le Québec ne se relève pas des années présentes. Et ce que je chercherai à faire dans les prochaines minutes, que j'espère ne seront pas trop longues, c'est de comprendre où nous en sommes en ce moment. Donc je n'arrive pas, je l'ai dit, avec une thèse, mais plutôt avec une série de petits points à examiner dans l'actualité de la question nationale, une série de petits points, de petites thèses, une série de petites affirmations à démontrer, à examiner, à contredire sur l'état actuel de la question du Québec. Et à partir de toute réflexion, je crois, le point de départ, évidemment, c'est le 4 septembre. Le point de départ de cette réflexion, et je m'évite le bilan de l'élection, le bilan de la campagne, les bons coups, les mauvais coups, si Pauline avait dit ci, si l'autre avait dit ça, bon. J'en arrive avec ce point de départ de toute réflexion sur le Québec actuel. Le Québec est profondément divisé. Le Québec est plus profondément divisé qu'il ne l'a jamais été depuis le référendum de 1980, et peut-être même depuis les années 1970, qui étaient, au-delà des chansons dont on a gardé le souvenir, des années de troubles sociaux, des années de troubles politiques, des années de profonde division au Québec. J'ai le sentiment, et c'est un sentiment confirmé par l'examen du résultat électoral, que le Québec est une notion qui ne s'écrira bientôt plus qu'au pluriel. C'est-à-dire, autrefois, il y avait au Québec, il n'y avait pas nécessairement d'unité sur la réponse à notre question nationale. À tout le moins, avions-nous une communauté de questionnement. Au Québec, on n'avait pas tous la même réponse à nos problèmes, mais à tout le moins, on savait quels étaient les problèmes que nous avions à résoudre. Au Québec, nous partagions certaines questions.
Et c'est probablement la chose la plus importante qui soit pour un peuple et pour une nation, partager les mêmes questions. Ça veut dire que collectivement, on va se diviser, mais ce seront des divisions fructueuses parce qu'on cherche collectivement à répondre aux mêmes problèmes. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, au Québec, notre société est fragmentée. Notre société se divise si profondément que les souverainistes, par exemple, je l'ai écrit dans mon dernier livre, Fin de cycle, sont porteurs d'une excellente réponse à une question que les Québécois ne se posent plus. Ils disent « Vive l'indépendance », on leur dit « Certes, mais pourquoi ?» Parce que la question nationale, nous commençons depuis quelques années à en perdre la trace. Division du Québec, qui a été visible, soit dit en passant, ces dernières années autour d'une série de questions et d'enjeux. Le printemps érable, selon la formule de certains, la crise étudiante, selon la formule d'autres, à tout le moins les événements du printemps dernier, ont montré une société qui, d'un côté, était emportée par un souffle lyrique exagéré, qui l'amenait quelquefois à mépriser ceux qui ne communiaient pas à l'idéal étudiant, et de l'autre côté, une société ressentimenteuse, hargneuse, qui regardait les étudiants comme le symptôme d'une utopie frivole qui ne méritait aucune considération. Donc un Québec divisé, qui ne se comprend plus, et qui croit chacun des camps ayant le monopole de la vertu. Nous avons absolument raison, vous avez absolument tort. Mais quand on fonctionne selon ce registre, on ne parle plus d'une nation. Quand tout le monde parle d'une nation morcelée. Cette division du Québec, division profonde, se répercute évidemment chez les souverainistes eux-mêmes. Ne nous faisons pas d'illusions, le mouvement souverainiste est divisé comme il ne l'a jamais été. Il s'égrène sur sa gauche, manifestement, avec d'un côté Québec solidaire qui a décidé de marquer une rupture nette. Pour Québec solidaire, la lutte nationale n'est légitime que si elle vient avec le projet social. L'indépendance, certes, à condition qu'elle soit à gauche. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Il y a Option nationale qui, en ce moment, hérite d'une base militante remarquablement éduquée, douée, qui attire à peu près tout ce qui, dans le mouvement souverainiste, à moins de 30 ans, a des diplômes et de l'idéalisme. Mais il y a ce mauvais réflexe de croire qu'on fera l'indépendance en fractionnant la cause nationale et en consentant. Finalement, on va faire l'indépendance à 2%, et à 4, et à 6, et à 8. C'est le réflexe, je dirais, de la passion de la marge. Soyons entre nous, mais ayons raison. Et on oublie qu'en politique, il ne s'agit pas simplement d'avoir raison, mais il s'agit quelquefois de gagner. Et d'un côté, un parti québécois qui s'union nationalise. Et c'est un mot qui, chez moi, ne voudrait pas nécessairement dire du mal. Je fais partie de ceux qui croient que dans l'histoire du Québec, l'Union nationale ne représente pas qu'une page noire. Mais je constate qu'aujourd'hui, le Parti québécois semble en fin de cycle. Épuisé, essoufflé, fragmenté, condamné à l'amateurisme gouvernemental comme on le voit en ce moment, multipliant d'un côté les cris héroïques et ensuite les petites redditions. Le camp souverainiste se fragmente sur sa gauche. Le mouvement, le principal porteur de la cause nationale, semble lui-même discrédité auprès d'une partie significative de l'électorat. Et de l'autre côté, ne l'oublions pas, une partie importante de la famille souverainiste, de la famille nationale, a décidé de fermer la question en le côté le plus au centre-droit, plus au centre et au centre-droit, a décidé de dire non merci. Les souverainistes répètent depuis des années l'indépendance n'a de sens que si elle est à gauche, l'indépendance n'a de sens que si elle vient avec un projet social, la souveraineté à condition qu'elle vienne avec la social-démocratie. Eh bien, tous ces nationalistes au centre-droit, au centre, des gens qui sont fidèles au Québec d'abord, mais qui ne voient pas pourquoi la fidélité au Québec devrait s'accompagner nécessairement d'une fidélité à la social-démocratie, eh bien, ces gens ont dit, vous ne voulez pas de nous, eh bien, on a compris. Et on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est le résultat avec la CAQ, notamment. On se retrouve avec un mouvement souverainiste fragmenté. Un mouvement souverainiste divisé et qui entre en ce moment dans une espèce de logique de guerre civile. Les souverainistes se font la guerre entre eux, ce qui épargne d'ailleurs aux fédéralistes quelquefois la responsabilité d'avoir faire le procès des souverainistes. Les souverainistes sont parfaitement capables de s'autodétruire. Ils n'ont pas besoin d'ennemis pour ça. Alors, division des Québécois, division des souverainistes, disqualification progressive de la question nationale aussi.
La question nationale était autrefois le principe qui structurait la vie politique québécoise. C'était à partir d'elle qu'on se divisait et qu'on voulait se diviser. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la question nationale semble de plus en plus une passion générationnelle, une passion spécialisée, la passion d'une génération qui ne veut pas quitter la scène politique, pour d'excellentes raisons d'ailleurs quelquefois, mais la question nationale ne semble pas s'être transmise en héritage. Je disais tantôt que nous ne partagions pas au Québec en ce moment une communauté de questions, une communauté de questionnement. L'oubli de la question nationale en est un symptôme. On nous dit, la question nationale, c'est pas les vraies affaires. On nous dit, inversement, la souveraineté ou la question nationale n'a de sens que si elle vient, je l'ai dit, avec le grand projet social. Autrement dit, on a d'un côté des gens qui n'aiment la nation qu'à condition qu'elle soit à gauche, et de l'autre côté des gens qui se disent, de toute façon, ça ne nous intéresse pas, parlons des vraies affaires. Et la crise étudiante de ce printemps, je crois, plusieurs parmi vous probablement faisaient partie de ceux qui défilaient dans les rues avec enthousiasme, courage et bonheur, et je vous en félicite. Mais de l'autre côté, n'oublions pas une chose, cette crise étudiante ne portait pas sur la question nationale et a participé à l'installation de notre société dans un nouveau clivage. Non pas le clivage souverainiste-fédéraliste, mais le fameux clivage gauche-droite. Je fais partie de ceux qui espèrent qu'un jour le Québec s'installe dans le clivage gauche-droite, après l'indépendance. Avant l'indépendance, le clivage gauche-droite est une machine à détourner les Québécois de la question fondamentale qui est celle de leur existence politique. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais le fait est, et il faut quelquefois le constater, qu'il y a ici un écart entre mes préférences et celles de beaucoup de Québécois. J'espère que les Québécois considéreront vite que la question gauche-droite, telle qu'on l'a... La question gauche-droite, soit dit en passant, très appauvrie. Ailleurs dans le monde, gauche-droite a une signification autrement plus riche et féconde. Ici, c'est un débat tellement neuf qu'on le réduit à ses termes les plus simples, et on voit des gens utiliser le fanion de la gauche, le fanion de la droite, en croyant d'un coup être originaux, alors qu'ils ne font que répéter des slogans. La sloganisation de la pensée politique. Eh bien, le débat gauche-droite, tel qu'il s'installe au Québec en ce moment, divise les Québécois contre eux-mêmes. J'ajouterai que cette division est aussi visible dans le rapport entre les différentes régions du Québec. D'un côté, la métropole est rejetée et s'auto-exclue du Québec. Alors d'un côté, on dit « ce sont les bizarres de Montréal », et de l'autre côté, Montréal, une partie d'un certain Montréal cosmopolite, intellectuel et ainsi de suite, se dit « nous sommes Montréalais avant d'être Québécois ». C'est sous le montréalisme. La référence à Montréal devient un substitut à la référence à l'identité nationale. De l'autre côté, on assiste, dans les différentes régions du Québec, à une perte d'intérêt pour le national. Le régional compte, le local compte, ce qui se passe à Québec compte, à Trois-Rivières compte, mais le national, qui devrait transcender nos divisions. Le national, qui est le point de référence qui permet de partager non seulement des intérêts, mais des idéaux. Le national disparaît peu à peu du débat public. Alors, vous me croyez pessimiste, mais je n'en suis qu'au début. Ça va encore plus mal. À travers cette société divisée, fragmentée, cette société qui a perdu le sens de sa tradition politique, qui était la tradition de la question nationale, de cette société qui devine peu à peu que l'indépendance du Québec, telle que nous la souhaitions dans les années 60, et à partir de là, depuis les années 20, mais certainement depuis les années 60, l'indépendance telle que nous la souhaitions, le rêve de René Lévesque a échoué. Ça ne veut pas dire que l'idée d'indépendance est morte, mais le projet souverainiste tel qu'on l'a connu a échoué en bonne partie. Eh bien, faisant l'expérience de l'échec, désirant renouveler le débat politique, soumise aux pressions pesantes d'une mondialisation qui tend à disqualifier la référence nationale, on assiste au Québec à la renaissance d'un certain antinationalisme de principe. C'est un antinationalisme qui est porté par la gauche et par la droite. Pas par toutes les gauches et toutes les droites, mais vous voyez la distinction que je ferai. D'un côté, on a une certaine gauche multiculturelle qui considère que tout... Oui, on pourrait le dire comme ça, c'est la division de la gauche hipster et la droite Elvis Gratton. Alors, d'un côté, il y a ceux pour qui toute imposition de la référence nationale, toute intégration substantielle des nouveaux arrivants à la majorité historique francophone, ce qui veut dire en gros devenir québécois, ça, on considère que c'est de la xénophobie. C'est discriminatoire. Le nationalisme est de plus en plus considéré comme un symptôme de désordre psychiatrique. Le nationaliste n'est pas convaincu d'une idée, il est fermé sur l'autre.
Il est frileux, hein, il prend froid. Hein? Le nationaliste est un type inquiet devant la diversité, qui veut se replier dans le cocon national face à un monde qui l'inquiète. Critique de gauche du nationalisme. Et pendant des années, disons de 1995 à 2007-2008, la critique dite multiculturaliste de gauche était dominante dans l'espace public. Mais elle s'est trouvée des copains sur la droite, avec l'émergence d'une nouvelle droite au Québec depuis quelques années, qui fait du procès de la nation et d'un désir profond d'anglicisation et même d'américanisation du Québec son projet politique. Une certaine droite qui voit dans la loi 101, qui voit dans le nationalisme linguistique, qui voit dans la volonté d'imposer la référence francophone au Québec, de faire du français non pas une langue sur deux, mais la langue de référence. De faire du français non pas une langue qui a des droits, mais la langue qui a le pouvoir. Eh bien, de ce nationalisme, une certaine droite nous dit « Ne nous rappelle-t-il pas les jours les plus sombres de l'histoire ?» Ce nationalisme n'est-il pas un populisme xénophobe inacceptable qui cherche à nous fermer du monde qui, lui, parle anglais? Ce nationalisme ne cherche-t-il pas à enfermer les Québécois dans un ghetto linguistique francophone au service d'une petite élite qui, elle, se donne le privilège du bilinguisme? Ça, c'est la critique dite de droite. Ce sont des gens qui critiquent tout nationalisme, sauf s'ils portent le drapeau américain. Ce sont des gens qui critiquent tout nationalisme, mais qui, à la rigueur, ont une larme de sympathie devant l'unifolié. Eh bien, on se retrouve donc avec un antinationalisme de gauche et un antinationalisme de droite qui vient aggraver cette réalité d'un Québec divisé. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le sentiment national au Québec, ce sentiment d'attachement au Québec d'abord, cette fidélité première à ce Québec, eh bien, ce sentiment national est en régression au Québec. Pour mille et une raisons que je n'examinerai pas ici, mais le sentiment national est en régression au Québec. Il est en régression, je le souligne, dans la majorité francophone elle-même. Le Québec se définit de moins en moins comme une nation et de plus en plus comme une société. De moins en moins comme une communauté d'histoire porteuse d'un passé vivant un présent espérant un futur, et de plus en plus comme une communauté vivante au temps présent, une association d'individus dispersés, monades et nomades, individus partageant quelquefois des passions circonstancielles, mais n'acceptant plus l'idée d'un destin partagé, obligé par le passé, mais aussi exigé par l'avenir. Le langage de la nation, la référence à la nation est en régression au Québec. Et je le dis encore une fois, je constate tout cela avec chagrin. Mais il y a quelquefois des vérités qu'il ne faut pas s'interdire à soi-même, ne serait-ce qu'en espérant les corriger. Alors quand on fait le portrait de ce Québec divisé, quand on fait le portrait de ce Québec en mal de lui-même, en crise de lui-même, ce qu'on constate inévitablement, c'est que la cause nationale, la cause de l'indépendance va mal. Les souverainistes sont divisés, le Québec est divisé, les souverainistes sont divisés, les Québécois sont de plus en plus étrangers à leur propre destin national. Pour certains, la seule manière de s'émanciper collectivement, ce sera d'apprendre l'anglais. Hein, c'est la chanson de Desjardins. Hein, m'apprendre l'anglais, moi l'apprendre pour le vrai. Et je souligne, je dis en passant, c'est une parenthèse, mais on va apprendre non seulement en anglais, ce qui est très bien, individuellement, c'est très bien apprendre l'anglais, mais on va apprendre l'anglais sans accent. Moi, j'entends tout le temps ça dans les radios de Québec quand je les entends. Il faut apprendre l'anglais sans accent. Alors moi, je demande chaque fois à mon interlocuteur, mais où dans le monde parle-t-on cet anglais sans accent? Est-ce que c'est à New York, au Texas, à Londres, à San Francisco, en Inde? Je constate que partout, il y a un accent. Alors, qu'est-ce que nous dit celui qui veut parler anglais sans accent? Il nous dit qu'il ne veut pas que ça paraisse que ce soit québécois quand il parle anglais. Il nous dit, je veux parler anglais et que ça ne paraisse pas que je suis québécois. Je suis tellement bon qu'on ne saura pas que je suis québécois. Il y a là-dedans une forme, j'en parlais d'antinationalisme, mais se diffuse de symptômes, une forme de refus de soi, de mépris de soi au Québec. Il y a dans la culture québécoise en ce moment quelque chose comme l'apprentissage de la haine de soi. La formule peut sembler exagérée, et l'est probablement. Mais il n'en demeure pas moins que les Québécois sentent de plus en plus que leur identité les ferme à l'universel. Plutôt que de se camper, de s'enraciner dans leur histoire et leur mémoire et leur civilisation et leur culture pour s'ouvrir à l'universel, ils sentent de plus en plus que leur identité est un pesant folklore dont on voudrait secrètement se débarrasser sans avoir à le dire, sans avoir à le confesser, parce que ce n'est jamais très beau se renier. En gros, le Québec va pas très bien.
pour le dire en quelques mots. Alors j'en arrive à qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le Québec aille un peu mieux. J'avais quand même intégré cette partie à la conférence. Eh bien, comment pourrait-il aller un peu mieux? Je crois que l'urgence politique, intellectuelle du moment, n'est pas de se faire croire que le Québec va être indépendant dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Dieu sait que je l'espère. J'aimerais qu'il soit indépendant depuis 1760 environ. L'histoire s'est écrite autrement. J'aimerais qu'il soit indépendant depuis 1966, 67. La Révolution tranquille aurait pu aboutir à ça. Depuis 1980, depuis 1992, depuis 1995. Mais le Québec en ce moment n'est pas indépendant. Et la question fondamentale aujourd'hui n'est pas de se faire croire que nous ferons l'indépendance demain matin, mais de s'assurer qu'elle demeure possible durablement. L'indépendance du Québec est en ce moment un projet non pas à accomplir demain, mais à conserver, on doit travailler à conserver ces conditions de possibilité. Nous devons œuvrer collectivement à préserver cette possibilité fondamentale de l'indépendance, sans laquelle l'identité québécoise se folklorisera, régressera assez rapidement, j'en suis persuadé. Alors comment on fait ça? Ça nous amène à la fameuse question identitaire. On en a beaucoup parlé pendant l'élection de la question identitaire. On avait l'impression d'en parler beaucoup parce qu'on n'en parlait plus depuis 15 ans. Hein? Pendant un temps, le Québec avait confondu l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi. Pendant un temps, les Québécois étaient persuadés que la meilleure manière d'être ouverts envers la diversité, c'était d'eux-mêmes s'effacer de cette diversité. Et bien, ce qu'on constate, c'est que la question identitaire pourrait être le ferment d'un renouveau de la question nationale. La question identitaire pourrait permettre à la question nationale, je ne dis pas d'aboutir demain matin, mais de se recomposer. Pourquoi? Parce que loge au cœur de l'âme québécoise, j'en suis certain, ce sentiment contrasté, ambivalent, mais bien réel, que l'aventure française en Amérique ne doit pas se terminer avec cette génération, non plus que celle qui suivra, non plus que celle qui suivra. Que ce projet remarquable d'une Amérique francophone, moderne, indépendante, achevée, c'est un vieux rêve qui continue d'irriguer la conscience nationale. Il est dans les profondeurs en ce moment, mais il peut ressortir. Alors, que veut dire la question identitaire en ce moment? Premièrement, il faut réaffirmer que la majorité historique francophone demeure le pôle de référence de la société québécoise. Ça ne veut pas dire que nous sommes fermés aux droits des anglophones, loin de là, ils ont des droits historiques acquis que personne ne conteste. Ça ne veut pas dire, loin de là, que nous sommes fermés à ceux qui nous tendent la main et qui arrivent d'ailleurs, loin de là. Mais ça veut dire que lorsqu'on arrive au Québec, le Québec n'est pas une page blanche. Le Québec n'est pas un livre où rien n'a été écrit. Le Québec n'est pas un terrain vague. Le Québec a une expérience historique de 4 siècles, et il doit assumer cette mémoire et cette identité en la plaçant au cœur de l'espace public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que la question linguistique doit renaître dans le Québec actuel. On traite de plus en plus la question linguistique comme un réflexe pathologique étrange. Oh, ce qu'ils sont étranges, ils refusent d'apprendre l'anglais. Ce n'est pas que nous refusons d'apprendre l'anglais, loin de là. Je souhaite à chacun de l'apprendre, ainsi que le flamand, ainsi que l'espagnol, et ainsi de suite. C'est que le français doit conserver un statut politique distinct au Québec. Or, en ce moment, cette idée simple est de plus en plus contestée. L'idée que le français doit demeurer la langue nationale, la langue de référence, celle à partir de laquelle le Québec s'intègre, c'est une idée de plus en plus contestée. Il faut, de ce point de vue, remettre la défense de la langue française à l'avant-plan. J'ai entendu pendant la campagne électorale des hauts cris devant la tentation du Parti québécois, le projet du Parti québécois de placer le cégep français, d'imposer la loi 101 au collégial. C'était pourtant une idée élémentaire, fondamentale et indispensable. Pourquoi? Parce que ça réaffirme que le système institutionnel, le cœur des institutions québécoises, est d'abord et avant tout francophone, et que le parcours dans la société québécoise doit se faire en français. Je donne d'autres exemples. Le fameux débat sur la laïcité. Je crois, et de ce point de vue, je suis très heureux d'être avec Jemila ce soir, je crois que la laïcité aujourd'hui est un instrument indispensable pour assurer une préservation d'un espace public cohérent, commun, unifié au Québec. Mais j'ai écrit dans cette chronique, dans cette campagne, une chronique. J'ai écrit pourquoi nous sommes catho-laïques. J'entendais par là que la laïcité, qui est un projet politique au Québec, doit s'accommoder de 400 ans d'histoire québécoise,
doit s'accommoder de la mémoire particulière du Québec, qui est une mémoire catholique, pour le dire ainsi. Ça ne veut pas dire qu'on va tous aller à l'église. Je n'y vais qu'au mariage, au baptême et aux messes de Noël. Mais il y a une mémoire là-dedans. Et les derniers symboles visibles de cette mémoire, de ce passé pré-moderne au Québec, doivent conserver leur place dans l'espace public. Oui. Ça veut dire aussi qu'au niveau de l'enseignement de l'histoire, de la commémoration historique, il faut être infiniment plus affirmatif. L'enseignement de l'histoire au Québec, c'est un étrange enseignement de l'histoire où on désapprend le Québec pour mieux apprendre une vision fantasmée sur le mode négatif de nous-mêmes. Oui, ça c'est vrai. Alors, ça ne tient pas la route. Un peuple qui transmet son histoire à la manière d'un récit pénitentiel et critique dont nous devrions nous excuser au terme, ce n'est pas une histoire, c'est un cours de mauvaise conscience. Eh bien, je crois qu'il serait nécessaire aussi de réaffirmer l'enseignement de l'histoire au Québec. Sera-t-il nécessaire de porter ça par une citoyenneté québécoise qui viendrait marquer l'appartenance première des Québécois au Québec? Ensuite, on peut être souverainiste ou fédéraliste, mais à tout le moins, le lien premier est lié au Québec. Je crois aussi que ça fait partie de ce qui est nécessaire. Et cette politique de réaffirmation nationale, je la sais insuffisante pour plusieurs qui espéreraient l'indépendance demain matin. Ne croyez pas, chers amis, que je ne l'espère pas aussi demain matin. Mais je constate une chose, il va falloir trouver un nouveau chemin pour nous conduire à l'indépendance du Québec. Il va falloir trouver un nouveau chemin pour nous conduire, pour nous reconnecter à la question nationale. J'ai tendance à croire que la question identitaire est ce qui peut nous permettre de nous reconnecter à la question nationale. J'ajouterais, soit dit en passant, vous avez vu dans les jours qui ont suivi l'élection du Parti québécois, hein, un Parti québécois cul-de-jatte, sans les bras et aphone. Ben, même ça, au Canada anglais, on a crié à quelque chose comme à la Serbo-Slavie québécoise. D'un coup, un gouvernement génocidaire inquiétant s'installait à Québec. Vous avez entendu cette formule dans je ne sais quel journal canadien-anglais. Nous allions préparer ici le nettoyage ethnique sans le sang, sans les bains de sang. Cette vision touchante, amoureuse, délicate de la nation québécoise m'a même quelquefois me poser une question. Si on nous prend pour quelque chose comme des psychopathes collectifs, pourquoi tient-on à tout prix à conserver le Québec dans le Canada? Mais nous savons que c'est faux. Nous savons que c'est faux. Et ce que nous savons par ailleurs, c'est que le jour où les Québécois commencent à réaffirmer leur identité, ne serait-ce que de manière discrète, délicate, vraiment cette fois, c'est une manière polie et respectueuse, eh bien, le jour où les Québécois vont recommencer à affirmer leur identité collective, nous savons une chose, le système fédéral canadien va se révéler dans sa vérité. C'est un système qui n'accepte aucunement la réaffirmation identitaire québécoise. Le jour où nous mettrons de l'avant une véritable loi 101, le jour où nous mettrons de l'avant une véritable charte de la laïcité, le jour où nous déciderons de créer une citoyenneté québécoise, on va voir que le système fédéral canadien, qui se prétend bien accommodant envers le Québec, va très rapidement se braquer contre nous. Pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas la dualité des allégeances. Parce qu'au Canada, on doit être Canadian first and foremost, et ensuite à chacun son appartenance provinciale. Eh bien, avec une politique identitaire véritable, j'ai l'impression que les Québécois réapprendront à faire l'expérience de la question nationale. Ça ne veut pas dire, comme on dit dans certains quotidiens, chercher la chicane. Ça veut dire que si, au simple moment de s'affirmer, d'affirmer la langue, d'affirmer un espace public laïque, d'affirmer notre passé collectivement, d'affirmer une citoyenneté québécoise, d'affirmer finalement l'identité québécoise, si le simple fait d'affirmer poliment l'identité québécoise est considéré comme un acte illégitime par le système fédéral canadien, peut-être à ce moment les Québécois qui pour l'instant préfèrent les vraies affaires à la question nationale, peut-être découvriront-ils que la question nationale, elle aussi, est une vraie affaire. Ce en quoi j'en arrive à ma conclusion, car vous serez surpris, mais j'en avais une. La conclusion est toute simple. Il nous faut réapprendre aujourd'hui la question nationale. Il nous faut la réapprendre comme souverainiste, mais il faut la réapprendre aux Québécois. Ça ne se fera pas demain matin. Ça va prendre du temps plus qu'on le souhaiterait. Mais si nous réapprenons cette pédagogie de la question nationale par cette réappropriation de notre identité collective, je me permettrai alors cette phrase finale. Les choses vont plus mal qu'on le croit, mais pourraient aller mieux qu'on l'espère. Je vous remercie.